Je m'appelle Rosella Crowder. J'ai 18 ans. Et ceci s'adresse à toutes les filles à qui l'on a dit qu'elles étaient pragmatiques alors que leur frère était appelé le futur. Il y a 6 mois, ma mère a brûlé mes demandes d'inscription à l'université dans l'évier de la cuisine, tandis que mon père se moquait de mon score au SAT. 1470. Puis il m'a regardé et m'a dit, garde l'argent pour ton frère. Trevor va en D1. Il pensait que cela mettait fin à mon avenir. Ce n'était pas le cas. Cela a juste prouvé qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà soumis toutes mes candidatures en ligne. Ils ne savaient pas où j'avais passé mon été, ni ce que ma grand-mère avait scellé dans la dernière lettre qu'elle avait laissée avant de mourir. À Thanksgiving. Il y avait 22 personnes autour de notre table. Trevor portait son maillot de foot comme s'il était déjà célèbre. Ma mère versait du vin. Mon père a découpé la dinde. Chaque personne dans cette maison agissait comme si elle savait déjà quel enfant comptait le plus. Puis le téléphone a sonné. Ma mère a répondu. Et j'ai vu son visage se vider de ses couleurs. Tu veux dire? Mon fils? C'est à ce moment-là que le mensonge sur lequel vivait ma famille a commencé à se fissurer. Et si vous vous êtes déjà senti plus petit dans votre propre maison, restez avec moi. Et si cette histoire vous touche personnellement, vous pouvez me dire dans les commentaires d'où vous regardez. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Laissez-moi vous ramener à la nuit où tout a commencé, le 15 mai 2025, à 19h30. J'étais assis à mon bureau, à l'étage, lorsque j'ai reçu l'email des résultats du SAT. Cela faisait 3 jours que je rafraîchissais ma boîte de réception toutes les 10 minutes. Mes mains tremblaient lorsque j'ai cliqué pour l'ouvrir. 690 en maths, 780 à l'oral. J'ai regardé ces chiffres pendant 1 minute entière. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Ce n'était pas parfait. Je connaissais des enfants qui avaient obtenu 1500, 1600. Mais c'était bien. C'était vraiment bien. Assez bon pour les écoles que je recherchais depuis la première année. MIT, Caltech, Stanford, Princeton. J'ai imprimé le rapport de notes. Le papier était encore chaud lorsque je suis descendu, et je me souviens de la légère courbure des bords, de l'odeur de l'encre et des possibilités qu'elle offrait. Papa était dans le salon et regardait les meilleurs moments du football. Trevor était assis à côté de lui sur le canapé, une manette à la main. À moitié attentif à la télévision et à moitié jouant à un jeu sur son téléphone. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon imprimé à la main, et je me souviens encore de l'image exacte de la lumière de la télévision qui scintillait sur leur visage. J'ai eu mon résultat au SAT, et je dis. Papa a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. C'est mauvais, la question ne m'a pas surpris. Elle aurait dû. Peut-être. Mais ce n'est pas le cas. C'est une fille dans une maison qui ne voit que des fils. 1470, HDIT. Et elle s'est retournée vers la télé. Il a ri. Pas un rire cruel. Du moins, je ne pense pas qu'il l'ait voulu cruel. Juste dédaigneux. Comme si je lui avais dit que j'avais eu un B à une interrogation qui n'avait pas d'importance. C'est mignon, Rosie. Vraiment mignon. Trevor a levé les yeux de son téléphone pendant une demi-seconde. Puis les a baissés. J'ai croisé son regard un instant. Quelque chose s'y est reflété. De la culpabilité. Peut-être. Ou de la gêne. Mais il n'a rien dit. Papa a continué à parler. Trevor a eu 1080 et il va en D1. Tu crois que les universités s'intéressent encore aux tests? Elles veulent des athlètes? Des leaders? Des enfants qui peuvent faire quelque chose? Pas seulement des bulles à remplir. Le papier que je tenais dans ma main me parut soudain lourd. Comme toutes ces heures passées à étudier. Les week-ends. Les soirées tardives, les tests d'entraînement, venaient d'être effacés. J'y suis resté là un long moment. Je me disais que je pouvais postuler. Postuler où? Il ne m'a pas regardé. Nous en avons déjà parlé. L'université coûte cher. On mise tout sur l'avenir de Trevor. Il a une vraie chance. Mais les bourses, Rosella, dit la voix de maman depuis la porte de la cuisine. Je ne l'avais pas entendue arriver derrière moi. Elle avait les bras croisés. Son visage était figé dans cette expression que je connaissais trop bien, celle qui signifiait que la conversation était déjà terminée.
Nous avons déjà pris notre décision. L'argent que nous avons économisé est pour ton frère. Il a besoin de quand, de vidéos de recrutement? De visites. Tu es assez intelligent pour te débrouiller dans la vie sans dépenser 100 000 $ que nous n'avons pas. L'aide basée sur les besoins pourrait, non. La voix de papa était plate. Finale. Nous ne remplirons pas ces formulaires. On ne va pas passer notre temps à remplir des dossiers pour des écoles où tu n'iras pas de toute façon. C'est Trevor qui a l'avenir devant lui. Tu es pratique. Tout ira bien. Les filles pratiques restent près de chez elles. Cette phrase. Les filles pratiques. Je l'ai entendue toute ma vie. Les filles pratiques ne rêvent pas trop grand. Les filles pratiques ne demandent pas trop. Les filles font de la place à leurs frères. C'est tout. La conversation est terminée. Papa a augmenté le volume de la télévision. Maman retourna à la cuisine. Trevor n'avait toujours pas levé les yeux de son téléphone. Je suis remonté à l'étage, j'ai mis le rapport de score dans le tiroir de mon bureau et je l'ai refermé sans bruit. Mes mains tremblaient. Mais plus sous l'effet de l'excitation. C'était autre chose, quelque chose de plus froid. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cela faisait 2 mois que je travaillais sur mes demandes d'inscription à l'université, 8 écoles. L'application commune était déjà remplie. Les essais supplémentaires étaient terminés. J'avais écrit sur le télescope que j'avais construit en seconde à partir d'un kit acheté avec l'argent du babysitting. De l'été où j'ai appris le langage Python et créé un programme pour suivre les tendances météorologiques locales. J'ai toujours regardé vers le haut et je me suis demandé ce qu'il faudrait faire pour construire quelque chose qui puisse y aller. 2 jours plus tôt, le 13 mai à 21h47, j'avais envoyé toutes mes candidatures. En ligne, numérique, déjà envoyées. J'ai consulté mon courrier électronique et j'ai fait défiler les confirmations. Votre candidature au MIT a été reçue. Idée de la demande 2025 à 09384. Merci d'avoir posé votre candidature à Caltech. Idée de candidature 2025 et à 1789. L'université de Stanford confirme la réception de votre candidature. Il pourrait brûler tous les papiers de cette maison. Cela n'aurait aucune importance. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond. Il y avait un poster de la galaxie d'Andromède au-dessus de ma tête de lit. Je l'avais accroché en 4e. Grand-mère Eleanor l'avait acheté pour moi dans une boutique de souvenirs de musée. Elle était la seule à m'avoir demandé ce que je voulais faire quand je serais grande. La seule qui m'ait écoutée quand j'ai dit ingénieur en aérospatial, sans rire ou sans changer de sujet pour parler des statistiques de football de Trevor. J'ai beaucoup pensé à elle cette nuit-là. Elle était morte 2 mois plus tôt. En mars, juste après mon 17e anniversaire. Crise cardiaque, soudaine. Grand-père Dal l'avait trouvée dans le jardin. Agenouillée à côté des plants de tomates qu'elle m'avait appris à cultiver depuis l'âge de 7 ans. À l'enterrement, il m'a pris à part et m'a mis quelque chose dans la main. Une enveloppe, scellée. Mon nom y était écrit dans l'écriture précise de ma grand-mère. Ta grand-mère voulait que tu aies ça, avait-il dit. Mais pas tout de suite. Elle m'a dit que je saurais quand ce sera le moment. J'ai essayé de lui demander de quoi il s'agissait, mais il a simplement secoué la tête et s'est éloigné en rangeant l'enveloppe dans la poche de sa veste. Je ne savais pas alors que cette enveloppe allait tout changer. Mais c'est le propre de la vérité. Elle n'a pas besoin que vous sachiez qu'elle arrive. Elle attend. Le lendemain soir, maman est entrée dans ma chambre pendant que je lisais. Elle n'a pas frappé, elle est entrée et a vu la pile d'enveloppes sur mon bureau. Il y en avait 8, préadressées à 8 bureaux d'admission différents. Je les avais imprimées il y a plusieurs semaines. Avant de savoir que je ferais ma demande en ligne. C'étaient des copies de sauvegarde, juste au cas où. Des reliques d'une version de cette histoire où je croyais encore que mes parents pourraient changer d'avis. Elle en a pris une, l'a retournée et a regardé l'adresse de retour. Qu'est-ce que c'est? Des demandes. Je croyais qu'on te l'avait dit, j'ai travaillé dur dessus. Je voulais juste, elle ne m'a pas laissé finir. Elle a appelé papa. Assez fort pour que j'entende les pas de Trevor s'arrêter dans le couloir devant ma chambre. Il écoutait. Papa est monté, a jeté un coup d'œil aux enveloppes et a dit, apportez-les en bas. Pourquoi? Maintenant? Rosella.
Je les ai suivis jusqu'à la cuisine. J'avais l'estomac noué. Je savais ce qui allait arriver. Je le sentais. Trevor était à table et mangeait des restes de pizza. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés. Nos yeux se sont croisés une seconde. Lui aussi savait. Maman a étalé les 8 enveloppes sur le comptoir comme les preuves d'un crime. MIT, Caltech, Stanford, Princeton, Cornell, Carnegie Mellon, Georgia Tech, Université du Michigan. Tu as perdu ton temps avec ça, dit-elle. La lumière fluorescente de la cuisine était trop forte. Tout avait l'air austère, clinique. Je pouvais voir chaque trait de son visage, chaque parcelle de déception. Ce n'est pas une perte de temps. Nous vous l'avons dit. Trevor a besoin de cet argent. Tu es assez intelligente pour te passer de l'université. Tu n'as pas besoin d'un diplôme coûteux pour comprendre la vie. Papa a pris l'enveloppe de Caltech et a lu l'adresse. Son visage se durcit. Ces établissements coûtent 70 000 $ par an. Tu crois qu'on a de l'argent? L'aide financière? Nous ne le ferons pas. Il a reposé l'enveloppe sur le comptoir. C'est définitif, Rosella. Il va falloir que tu acceptes que tout le monde ne puisse pas aller à l'université. Certaines personnes sont faites pour ça. D'autres non. Tu es pragmatique. C'est une bonne chose. Les filles pragmatiques restent près de chez elles, trouvent un emploi, aident leur famille. Il n'y a pas de honte à cela. Maman rassemble les enveloppes en une pile. Ses mains sont stables, sûres. Elle se dirigea vers l'évier et ouvrit légèrement le robinet. Juste assez pour humidifier le fond de la cuvette en acier. Elle y a déposé les enveloppes et a sorti un briquet. Maman. Elle a allumé le coin de l'enveloppe MIT. Il s'enflamme rapidement. La flamme orange s'est propagée aux autres. J'ai regardé le papier se gondoler et noircir. Les adresses ont fondu. L'encre coulait comme des larmes sur le papier blanc avant de se transformer en cendre. L'odeur m'a frappée. L'odeur âcre et chimique du papier brûlé. Elle s'est répandue dans mes cheveux. Dans mes vêtements. Je la sens encore parfois. Même aujourd'hui. Des mois plus tard. C'est pour ton bien, dit maman en regardant les flammes. Tu nous remercieras plus tard. Papa se tenait à côté d'elle, les bras croisés. La vidéo de recrutement de Trevor nous a coûté 6 800 $. Nous investissons dans des gagnants, pas dans des fantasmes. J'ai regardé Trevor. Il fixait son assiette. La mâchoire serrée. Il ne voulait pas croiser mon regard. Je voulais qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Les enveloppes ont été réduites en cendres, grises et noires, et se sont recroquevillées sur les bords. Le détecteur de fumée ne s'est pas déclenché. Le ventilateur au-dessus de la cuisinière a évacué la plus grande partie de la fumée. Maman a fait couler de l'eau sur les cendres jusqu'à ce qu'elles se dissolvent en boue grise et s'écoulent dans l'évier. L'évier émet un gargouillement creux. Nous ne sommes pas cruels, dit maman en s'essuyant les mains sur un torchon. Nous sommes réalistes. Des filles comme toi. Intelligentes. Pratiques. Tu n'as pas besoin d'un diplôme prestigieux. Vous pouvez travailler. Économiser de l'argent. Aider la famille. C'est précieux aussi. Des filles comme vous. Pas des filles comme quelqu'un d'autre. Des filles comme moi. Des filles qui n'ont pas la possibilité de rêver. Papa appelle Trevor. Allez. Champion. Regardons encore ton film d'action. Trevor s'est levé. Il m'a regardé pendant une seconde. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. Puis il a suivi papa dans le salon. Je suis restée dans la cuisine, seule. L'évier sentait encore le papier brûlé. Mes mains sentaient la même chose. J'ai ouvert le robinet et je les ai lavés 3 fois, mais l'odeur ne partait pas. J'y suis remontée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mon courrier électronique une dernière fois. Votre candidature à Caltech a été reçue. Idée de la demande 2025 EA 17839 soumise le 13 mai 2025, 2147 PM. L'horodatage me fixait. 2 jours avant qu'il ne brûle les copies de sauvegarde. 2 jours avant qu'il ne pense m'avoir arrêté. Il pouvait brûler du papier.
Il ne pouvait pas brûler ce que j'avais déjà construit. Le soir, allongé dans mon lit, j'ai reçu un autre courriel. Mon téléphone a sonné sur ma table de nuit. J'ai failli ne pas le vérifier. J'étais épuisé, vidé de toute émotion, mais quelque chose m'a poussé à l'attraper. Objet du message, NASA Marshall Space Flight Center. Décision de stage. Mon cœur s'est arrêté. J'avais postulé sur un coup de tête en mars, la même semaine que la mort de ma grand-mère Eleanor. J'étais assise au funérarium pendant les heures de visite, à regarder des parents que je connaissais à peine raconter des histoires sur elle, et j'avais sorti mon téléphone et rempli le formulaire de candidature de la NASA sur place. Je ne l'ai dit à personne. Le dossier demandait un relevé de notes, un essai sur mon intérêt pour l'aérospatiale et 2 recommandations d'enseignants. Je l'ai envoyé à minuit et j'ai pensé que je n'aurais jamais de réponse. Je l'ai ouvert d'un clic. Je l'ai lu une fois. Puis une deuxième fois. Une troisième fois pour m'assurer que c'était vrai. Félicitations, vous avez été sélectionné pour notre programme de stage d'été au NASA Marshall Space Flight Center, Propulsion System Testing Lab. Poste rémunéré, $18 de l'heure, 40 heures par semaine, du 2 juin au 15 août. Veuillez confirmer votre acceptation avant le 22 mai. Je me suis redressé dans mon lit. Je l'ai relu. La NASA Marshall était à Huntsville. Je vivais à Huntsville. L'installation était à 22 minutes de chez moi. Je pouvais faire cela sans que personne ne le sache. J'ai appuyé sur « Répondre », j'ai tapé un mot, « Oui », et je l'ai envoyé à tout triage fourtri. Je l'ai envoyé à 23h43. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Mais je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond, l'affiche d'Andromède et je me suis dit, c'est ça. C'est comme ça que je construis quelque chose qu'ils ne peuvent pas brûler. 2 juin, 6h30 du matin. Le ciel était d'un gris pâle avant le lever du soleil. J'ai emprunté la voiture de Madame Patterson, notre voisine de 78 ans qui ne conduisait plus. Je tondais sa pelouse depuis l'âge de 14 ans. Lorsque je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa vieille Honda Civic pour l'été. Elle m'a tendu les clés et m'a dit, ne la plante pas, chérie, et mange quelque chose avant de partir. Tu as l'air trop maigre. J'ai conduit jusqu'à la NASA Marshall. Les routes étaient vides. J'avais une barre de céréales dans une main et mon téléphone dans l'autre, le GPS me guidant dans des rues que je n'avais jamais empruntées auparavant. Lorsque je me suis arrêté devant le portique de sécurité, mes mains tremblaient. J'ai montré ma carte d'identité. Le garde a vérifié une liste, a hoché la tête et m'a fait signe de passer. Je me suis garé sur le parking visiteur. J'ai marché jusqu'au bâtiment 4500, j'ai obtenu mon badge à l'entrée MS 2025 INT 1138. On m'a pris en photo. J'avais l'air terrifié, mais je m'en fichais. On m'a donné une blouse, un casque, un dossier contenant des documents d'orientation, puis on m'a dit de me présenter au Dr James Whitmore. Il m'attendait dans son bureau. 52 ans, 25 ans à la NASA. Cheveux grisonnants, lunettes à monture métallique. Tasse à café sur laquelle était écrit « L'échec n'est pas une option, mais c'est une donnée ». Il avait la réputation d'être brillant et de ne pas souffrir les imbéciles. Il a regardé mon badge, m'a regardé. « Vous êtes le plus jeune stagiaire que nous ayons eu en 5 ans, a-t-il dit. Ne le gâchez pas ce premier jour, il m'a fait visiter les bancs d'essai de propulsion. Il s'agissait de structures massives en béton où l'on mettait à feu des moteurs de fusée et où l'on mesurait la poussée, la température, le carburant, l'efficacité. Les bancs d'essai étaient énormes, hauts de plusieurs étages, couverts de capteurs, de boucliers anti-explosion et de marques de brûlure des essais précédents. Lorsqu'un moteur a été mis à feu au cours d'un essai cet après-midi-là, le sol a tremblé. Le son était comme le tonnerre compressé en un seul grondement. Je l'ai ressenti dans ma poitrine, dans mes os. C'était la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Je me tenais là. Le casque sur la tête, les lunettes de protection légèrement embuées, et je me suis dit, c'est ici que j'appartiens. Le docteur Whitmore a dû crier au-dessus du bruit. La plupart des gens parlent d'aller dans l'espace. Nous construisons ce qui leur permet d'y aller. Je travaillais 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 7h à 16h.
J'ai assisté à des revues de conception au cours desquelles des ingénieurs 2 fois plus âgés que moi discutaient de l'angle des tuyères et de la pression de la chambre de combustion. J'ai appris à utiliser des logiciels de chaos et j'ai participé à des simulations sur l'efficacité de la propulsion. Chaque soir, je rentrais chez moi vers 18 h, je garais la voiture de Madame Patterson dans son allée et j'entrais dans ma maison en sentant légèrement l'huile de machine et les produits chimiques de laboratoire. Personne ne m'a jamais demandé où j'étais passé. Et la première semaine, papa m'a demandé, où étais-tu? J'ai répondu, à la bibliothèque. Il a dit, bien. Évite les ennuis. C'est tout. Il est retourné regarder la télé. Trevor était parti pour son camp de quarterback en Floride le lendemain de la fin des cours. 2 semaines. $4,2. Elite QB Academy, c'est ainsi qu'il l'appelait. À son retour, fin juin, la famille lui a offert un dîner de bienvenue. Maman a préparé ses plats préférés, lasagne, pain à l'ail, salade César. Papa lui a posé une centaine de questions sur les exercices, le jeu de jambes et ce que les entraîneurs avaient dit de son potentiel. Je me suis assise à la table et j'ai mangé tranquillement, en écoutant Trevor décrire le camp. À le voir parler, on aurait pu croire qu'il était déjà recruté par Alabama et Clemson, mais je le voyais dans ses yeux. Il ne rencontrait pas tout à fait ceux de papa quand il répondait. La façon dont sa voix s'est élevée lorsqu'il a dit « Les entraîneurs ont été très impressionnés ». Il mentait. Ou du moins. Il exagérait tellement qu'il aurait tout aussi bien pu mentir. Et elle m'a posé des questions sur mon été, pas une seule fois. La 4e semaine à la NASA, le Dr Whitmore m'a confié mon propre projet, l'amélioration de l'efficacité du micropropulseur. Et elle m'a remis un dossier de documents de recherche, certains datant de plusieurs dizaines d'années, d'autres publiés l'année dernière, et m'a dit « Vois ce que tu peux faire avec ça ». J'ai passé 3 semaines à effectuer des simulations, à modifier des variables, à tester des configurations. J'en ai effectué 47, en ajustant l'angle de la tuyère de 0,3 degrés à chaque fois, en testant les rapports de mélange de carburant, en modifiant les algorithmes de contrôle du vecteur de poussée. À la 8e semaine, j'ai obtenu des résultats. Une amélioration de l'efficacité de 12% par rapport à la conception standard actuelle. Ce n'était pas révolutionnaire. Cela n'allait pas changer les vols spatiaux du jour au lendemain. Mais c'était réel. C'était publiable. Le Dr Whitmore a examiné mes résultats et a hoché lentement la tête. C'est du bon travail, Rosella. C'est un travail publiable. La plupart des étudiants diplômés ne produisent pas de tels résultats. Je ne lui ai pas dit que j'avais 17 ans, je ne lui ai pas dit que mes parents avaient brûlé mes demandes d'inscription à l'université, je ne lui ai rien dit d'autre que ce que les données disaient. Le 10 août, j'ai consulté mon portail d'inscription à Caltech pendant ma pause déjeuner. J'étais assis à la cafétéria de la NASA, en train de manger un sandwich que j'avais préparé le matin même, lorsque la notification s'est affichée. Votre candidature fait l'objet d'un examen final. Les résultats de la décision anticipée seront disponibles le 15 décembre. J'ai fait une capture d'écran et l'ai sauvegardée dans un dossier caché de mon téléphone, intitulé « Recette », pour que personne ne la trouve par hasard. Le 15 août était mon dernier jour à la NASA. Docteur Whitmore m'a appelé dans son bureau avant que je ne parte. Nous avons quelque chose qui s'appelle le programme Pathway, m'a-t-il dit. C'est pour les étudiants que nous voulons garder à long terme. Stage pendant l'année scolaire. Des passerelles potentielles vers des postes à temps plein après l'obtention du diplôme. Cela vous intéresse-t-il? Oui, virgule. Ai-je répondu immédiatement. Je vais inscrire votre nom. Vous devriez avoir des nouvelles d'ici le mois de novembre. Et elle m'a serré la main. Il m'a dit que j'avais fait un travail exceptionnel. Il m'a dit de ne laisser personne me convaincre que je n'étais pas capable de faire ce que je voulais. Je voulais lui dire que quelqu'un avait déjà essayé, qu'il avait brûlé mon avenir dans un évier de cuisine et qu'il en avait ri. Mais je l'ai remercié et je suis parti. Ce soir-là, au dîner, papa a dit, Trevor commence l'équipe universitaire la semaine prochaine. C'est une grande année qui s'annonce. C'est peut-être l'année où les scouts commencent à faire attention. Maman a dit, Rosella, tu devrais trouver un travail. Quelque chose qui t'aiderait à payer les factures. Dans le commerce, peut-être. Ou serveuse. Je l'ai regardé,
j'ai posé ma fourchette. J'ai travaillé. Ou, dans les environs. Dans les environs. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire, elle n'a pas demandé de détails. Elle n'a pas demandé si j'allais bien ou ce que j'avais fait tout l'été. Elle a simplement hoché la tête et s'est remise à parler du programme d'entraînement de Trevor. J'ai vérifié mon compte en banque ce soir-là. 7,2 cents. 40 heures par semaine pendant 10 semaines à $18 de l'heure, moins les impôts. J'avais gagné plus cet été que ce qu'ils avaient dépensé pour le camp de Trevor. Personne ne le savait. Et d'une certaine manière, c'était encore mieux. Septembre est arrivé. L'école a commencé. La dernière année. Trevor est entré dans l'équipe universitaire. Pas en tant que titulaire. Brady Wilson était le quarterback senior et il était bon. Vraiment bon. Le genre de joueur qui pourrait être recruté par des écoles de D2 de niveau moyen. Mais Trevor était sur la liste. Un remplaçant? Troisième ligne, techniquement, mais papa n'a pas mentionné cette partie quand il l'a dit aux gens. Vendredi soir. 5 septembre. Premier match de la saison. Toute la famille y est allée. Huntsville contre Grissom. Le stade était plein à craquer. Le football dans les petites villes de l'Alabama, où les vendredis soirs sont une religion. Nous nous sommes assis dans les gradins, à mi-hauteur. Maman avait apporté une couverture, même s'il faisait encore 80 degrés. Papa portait un sweat à capuche et une casquette de baseball de Huntsville. Trevor se tenait sur la ligne de touche avec son maillot. Le numéro 12. Je l'ai observé depuis les tribunes. Il avait l'air nerveux, il n'arrêtait pas d'ajuster son casque. Il n'arrêtait pas de regarder l'entraîneur. Le match a été une véritable explosion. Huntsville menait 35-7 au quatrième quart-temps. Brady Wilson avait lancé 4 touchdowns. Il était bon. Vraiment bon. Le genre de bon qui faisait passer le potentiel de Trevor en D1 pour un fantasme. L'entraîneur a retiré Brady à 6 minutes de la fin et a fait entrer Trevor. C'est le temps mort. Le match était déjà terminé. Le score n'avait pas d'importance. Trevor a effectué 2 hand-offs, les 2 fois en remettant simplement le ballon au running back. Aucune prise de décision n'est nécessaire. Puis il a lancé une passe incomplète, en la ratant de 5 yards. Le receveur a dû s'arrêter et revenir chercher le ballon, qui a tout de même touché le sol. Le temps s'est écoulé. Le match est terminé. Dans le parking après le match, papa était au téléphone avec quelqu'un. Je ne sais pas qui. Oui, Trevor a fait de belles choses ce soir. Il a vraiment montré ce qu'il pouvait faire. Je crois qu'il y avait des recruteurs dans les tribunes, c'est difficile à dire, mais on pouvait sentir l'énergie. Rien de tout cela n'était vrai. Maman disait à Madame Henderson, vous avez vu comment il s'est comporté sur le terrain? C'est un athlète de première division. Ça se voit. Trevor n'a rien dit. Il est monté dans la voiture et a regardé par la fenêtre, la mâchoire serrée. Je savais ce qu'il pensait. Je le voyais à la carrure de ses épaules. Il savait que ce n'était pas réel. Il savait qu'il n'avait joué que parce que le match était déjà joué. Parce que ça n'avait pas d'importance. Mais il ne les a pas corrigés. À la maison, papa a téléphoné à grand-père Dal. J'étais dans la cuisine en train de préparer de l'eau quand j'ai entendu. Oui, papa. Trevor a fait un bon match ce soir. Brady a été un peu amoché. Mensonge. Alors Trevor est entré en jeu et a vraiment pris les commandes. Les entraîneurs parlent de lui donner plus de temps de jeu, peut-être même de le faire débuter la semaine prochaine. Rien de tout cela n'était vrai, pas un seul mot. Je suis resté là, un verre d'eau à la main, à écouter mon père construire une réalité alternative. Puis le téléphone a sonné. Un autre téléphone. Le portable de mon père. Il a répondu, « Allô ? Oui, c'est Monsieur Crowder. À propos de Trevor ? » Il a fait une pause. Écoutez, j'ai entendu une petite voix à l'autre bout du fil, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Oh. Film. Combien ? Une autre pause. Son visage a changé. Il est maintenant excité. Ça semble cher, mais, oui, je vois. Tous les enfants en ont besoin de nos jours. D'accord, envoyez-moi les informations. Il a raccroché. Qui était-ce ? Un service de recrutement. Ils font des films de présentation ?
Les envois aux universités. $3,2 cents. J'ai failli rire. Ce n'était pas un recruteur. Ce n'était pas un coach universitaire. C'était un appel commercial. Une société qui achetait des listes d'athlètes de lycée et école appelait leurs parents pour leur vendre des packages de recrutement hors de prix. Maman a dit, on devrait le faire. Nous avons déjà dépensé 6800 € pour le camp. C'est différent. C'est l'avenir de Trevor. Il a besoin d'un film. Sinon, comment les collèges verront-ils son potentiel? Le père soupire. Papa soupire. Je les rappellerai demain. J'ai réalisé à ce moment-là qu'il n'y avait pas eu de recruteur au téléphone tout à l'heure. Pas d'entraîneur universitaire. Juste les souhaits de mon père, déguisés en fait, et vendus à grand-père Dal et à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Mais mes parents étaient prêts à payer 3200 $ pour une vidéo de recrutement qui ne servirait à rien. Parce qu'ils avaient besoin d'y croire. Trevor était dans le salon quand je suis entrée. Il m'a regardé. J'ai regardé en arrière. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose sur son visage. De la culpabilité, peut-être. Ou l'épuisement. Ou les deux. Puis ce que Trevor m'a dit des mois plus tard, autour d'un café, lorsque nous avons enfin parlé de tout cela. Il avait vu mon badge de la NASA. Début juillet, il cherchait son chargeur de téléphone dans la cuisine et a trouvé mon sac à dos sur une chaise. Et la fermeture éclair était ouverte. Mon badge était posé juste au-dessus, MES 2025 INT 1138 avec ma photo et le nom du Marshall Space Flight Center de la NASA imprimé en haut. Elle l'avait pris, l'avait regardé, avait compris ce qu'il signifiait, l'avait remis en place, avait refermé mon sac et n'avait rien dit. Il avait gardé mon secret. La seule personne dans cette maison qui connaissait la vérité. Et il m'avait protégée. Je ne le savais pas à l'époque. Mais c'est important pour l'histoire. Parce que Trevor n'était pas le méchant. C'était juste un enfant qui se noyait dans des attentes qu'il n'avait jamais demandées. Le 1er octobre, tard dans la nuit. J'étais dans ma chambre quand mon téléphone a sonné. Un courriel de Caltech. Mise à jour du portail disponible. Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai ouvert. Merci pour votre demande de décision anticipée. Votre décision sera disponible le 15 décembre à 17 h, heure du Pacifique. 2 mois et demi plus tard, j'ai fait une capture d'écran et l'ai classée dans mon dossier de recettes. La semaine suivante, j'ai reçu un courriel du Dr Whitmore. Les documents relatifs au programme Pathway ont été envoyés. Vous êtes sur la liste des candidats retenus. Vous devriez recevoir une réponse à la mi-novembre. Au fait, tu as fait du bon travail cet été. L'équipe parle encore de votre analyse du micropropulseur. Nous avons un véritable avenir dans ce domaine. 2 secrets maintenant. Caltech en attente. En attente de la NASA. Personne dans ma famille n'était au courant de l'un ou l'autre. Je construisais quelque chose dans l'obscurité. Brique par brique. Numéro par numéro. Demande par demande. Était le meilleur? Ils ne pouvaient pas brûler ce dont ils ignoraient l'existence. Mi-octobre. Dîner du dimanche. Tante Linda et oncle Joe sont venus avec leurs enfants. Mes cousins. Emma, 16 ans, les jumeaux, Jake et Ryan, 12 ans, Madison, 9 ans, et la petite Olivia, 2 ans, qui a passé la majeure partie du dîner à jeter des chariots par terre. Et la table était dressée pour 10 personnes. Trevor était assis à la tête de la table, à côté de papa. C'est la place habituellement réservée à l'homme de la maison. J'ai aidé maman à préparer le repas. Rôti, purée de pommes de terre, haricots verts. Petit pain. Tout le monde s'est installé. Papa a prononcé le bénédicité. Puis la conversation s'est orientée, comme toujours, vers Trevor. Tante Linda dit, Trevor, comment se passe le football? Bien, nous sommes 5-2. L'oncle Joe dit, vous avez commencé? Trevor hésite, regarde son assiette. Pas encore, mais l'entraîneur dit, papa l'interrompt. Trevor est humble. Les recruteurs nous tournent autour. Nous avons reçu des appels. C'était un mensonge. Je le savais. Trevor le savait, mais personne d'autre ne le savait. Tante Linda était rayonnante. C'est merveilleux. Quelles écoles? Papa sourit d'un air mystérieux.
Je ne peux pas encore le dire. Je ne veux pas porter la poisse, mais disons que nous sommes très optimistes. Oncle Joe lève son verre. À Trevor, bonne chance, petit. Tout le monde a bu. Puis tante Linda s'est tournée vers moi. Et toi, Rosella? Quels sont tes projets pour l'année prochaine? Maman a répondu avant moi. Sa voix était légère, décontractée, comme si elle parlait du temps qu'il fait. Rosella prend une année sabbatique. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université tout de suite. Elle va réfléchir à ce qu'elle veut faire. Peut-être trouver un travail, économiser de l'argent. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle, même si j'en avais entendu des variantes 100 fois. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai simplement coupé mon rôti en morceaux de plus en plus petits. Et la cousine Emma s'est penchée vers moi. Elle était assise à côté de moi et a murmuré, « Mais tu es intelligente, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu avais eu 1470 au SAT. C'est vraiment bien. » J'ai hoché la tête. Alors pourquoi tu ne t'inscris pas à l'université? Avant que je puisse répondre, la voix de papa a traversé la table. Les tests ne signifient plus grand-chose, Emma. Dans le monde réel, il faut avoir du cran. Être capable de travailler sous pression. Certains sont doués pour les livres, d'autres pour la vie. Le sous-entendu était clair. J'étais intelligente dans les livres. Trevor l'était dans la vie. Et l'intelligence de la vie, c'est mieux. Papa a de nouveau levé son verre. À Trevor. Construit pour la grandeur. Tout le monde a bu. Pas moi. Je suis resté assis. Fourchette à la main. Je pensais au portail Caltech que j'avais consulté ce matin-là. J'ai pensé à l'email du Dr Whitmore. Je pensais aux $7200 qui se trouvaient sur mon compte en banque et dont personne ne connaissait l'existence. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser les assiettes. Trevor était seul dans la cuisine quand je suis arrivée avec une pile de vaisselle. Il m'a regardé. « Je suis désolé, » a-t-il dit à voix basse. J'ai posé la vaisselle sur le comptoir. « Pourquoi ?» Il a jeté un coup d'œil vers la salle à manger où nous pouvions entendre papa rire bruyamment de quelque chose que l'oncle Joe avait dit. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait l'air fatigué, plus mince que d'habitude. Il y avait des cernes sous ses yeux. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé. Et elle a haussé les épaules. « Je vais bien. » Ce n'était pas le cas. Mais je n'ai pas insisté. Il a pris un torchon et a commencé à essuyer les assiettes que je venais de poser. « Tu vas faire quelque chose d'extraordinaire, » a-t-il dit. « Je ne sais pas quoi, mais tu vas le faire. » Puis il s'est éloigné, les torchons encore dans les mains. Je suis resté dans la cuisine, seul avec le bruit de l'eau qui coulait dans l'évier, et je me suis dit, il sait. Il ne connaît pas les détails, mais il sait. Il savait que c'était mal, mais il ne savait pas comment l'arrêter, et moi non plus d'ailleurs. Si vous regardez encore, si cela vous touche de près? Si vous avez déjà dû construire votre avenir en silence pendant que tout le monde encourageait quelqu'un d'autre, laissez un commentaire tout de suite. Écrivez simplement, moi aussi, je me construis. Faites-moi savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Faites-moi savoir que vous êtes là, à travailler sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore voir. 10 novembre. J'étais à l'école, assis dans le cours de calcul AP, quand l'email est arrivé. Mon téléphone a sonné dans mon sac à dos. Je n'étais pas censé le consulter. Madame Chen avait une politique stricte d'interdiction des téléphones, mais quelque chose m'a fait jeter un coup d'œil à ma montre. Un courriel de notification. De la NASA. J'ai attendu que la cloche sonne. J'ai marché jusqu'à la salle de bain. Je me suis enfermé dans une cabine. J'ai ouvert l'email en tremblant. NASA Marshall Space Flight Center Pathway Programme. Je l'ai lu debout, le sac à dos à mes pieds. La lumière fluorescente de la salle de bain bourdonnant au-dessus de moi. Félicitations. Vous avez été sélectionné pour participer à notre programme de stage étudiant Pathway, calendrier du semestre de printemps disponible, $20 de l'heure. Veuillez confirmer votre disponibilité. J'ai répondu immédiatement, là, dans les toilettes de l'école, assise sur le bord de la lunette des toilettes, les doigts parcourant l'écran de mon téléphone. Disponible. Je vous remercie.
J'accepte. J'ai envoyé. Puis je suis restée assise pendant 5 minutes. À respirer. 20 $ de l'heure. Semestre de printemps. Programme Pathway. La voie vers des postes à temps plein après l'obtention du diplôme. La NASA voulait que je revienne. 15 novembre. Un autre courriel. Un autre expéditeur. Décision anticipée de Caltech. Décision disponible. Pas la décision elle-même. Juste une notification qu'elle allait arriver. 15 décembre. 17h Pacifique. 20h à l'Est. Je l'ai marqué dans mon calendrier. J'ai fixé 3 rappels distincts. Un mois. 20 novembre. 17h, heure du Pacifique. 20h à l'Est. J'étais dans mon calendrier, dans ma chambre. Porte verrouillée. Rideau fermé. Ordinateur portable ouvert sur mon lit. J'ai actualisé le portail. La page s'est chargée lentement. Trop lentement. Mon internet était pourri. Le DSL de Smalltown, Alabama qui plafonnait à 3 mégabits par seconde. Puis les mots sont apparus. Félicitations. Juste ça. Au début. Le mot est resté sur l'écran pendant que le reste de la page se chargeait. Un autre texte est apparu. A eu nom de l'Institut de technologie de Californie. J'ai le plaisir de vous offrir l'admission à la promotion 2030. Je l'ai regardé fixement, j'ai actualisé la page pour m'assurer qu'il était bien réel. Il était toujours là. J'ai fait défiler la page. Informations sur l'aide financière, bourse fondée sur les besoins, 68 000 $ par an, travail étudiant, 2 000 $ par an, contribution, 1200 $ par an. AU total, sur 4 ans, 200 000 $ pour 72 000 $ d'aide. J'obtiendrai mon diplôme sans dette, à Caltech, l'une des meilleures écoles de STEAM au monde. J'étais assis sur mon lit, l'écran de mon ordinateur portable brillant dans la pièce sombre, et j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi. Pas dans le mauvais sens du terme? Comme une graine se fissure lorsqu'elle commence enfin à pousser. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Je voulais descendre en courant, leur mettre l'écran sous le nez et leur dire, vous voyez? Vous voyez? Je ne suis pas celle qui n'est pas faite pour l'université. C'est moi qu'ils veulent, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardée, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis descendue dîner comme si de rien n'était. Papa était au téléphone. Oui, Trevor a une vraie chance cette année. Son film va épater les entraîneurs. On a dépensé beaucoup d'argent pour qu'il soit de qualité professionnelle. 3 000 $. Mais c'est un investissement, 200 $ pour une vidéo qui figurera sur le site d'un service de recrutement et qu'aucun entraîneur d'université ne regardera jamais. Car ce n'est pas ainsi que fonctionne le recrutement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il ne le savait pas. Ou peut-être qu'il le savait. Et il ne pouvait pas l'admettre. Je me suis assise à la table. Maman avait préparé des spaghettis. Trevor mangeait déjà, les yeux baissés, sans parler. Personne ne m'a posé de questions sur ma journée. Personne ne m'a demandé si quelque chose avait changé. J'ai mangé mes spaghettis et j'ai pensé à Pasadena, aux palmiers, aux montagnes et au laboratoire de propulsion de fusées, à un avenir que j'avais construit en secret pendant qu'il regardait les meilleurs moments du football. Je me suis couchée ce soir-là en pensant à décembre, à Thanksgiving. Dans 27 jours. 22 personnes allaient venir chez nous. Et je n'avais toujours pas décidé si j'allais leur dire. 21 novembre. Maman a commencé à planifier Thanksgiving pour de bon. 22 invités confirmés. Elle a fait des listes sur des bloc-notes jaunes. Une dinde de 10 kilos. Course à Costco. Table pliante, chaises supplémentaires, tartes, potirons, noix de pécan, pommes, haricots verts, sauce au canneberge. Elle était stressée. Je l'ai vue à la façon dont elle a claqué la porte de son père lorsqu'il a suggéré de commander un repas tout fait à l'épicerie. Elle a répondu, non, pas du tout. Cette famille prépare Thanksgiving à partir de rien. Cette famille. Comme si nous étions une sorte d'unité. Comme si nous voulions tous la même chose. Grand-père Dal a appelé pour confirmer qu'il venait. J'ai répondu au téléphone. Hey, kiddo, a-t-il dit. Comment vas-tu? Je vais bien, grand-père. Vraiment? J'ai fait une pause.
Grand-père avait une façon de poser des questions qui vous poussait à dire la vérité même quand vous ne le vouliez pas. Oui, vraiment. Ta grand-mère aurait été fière de toi, tu sais, point ma gorge se serra. De quoi? Pour être toi. Pour ne pas les avoir laissés te rapetisser. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Il s'est raclé la gorge. Je te verrai jeudi. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose que ta grand-mère a laissé. La lettre? Oui, c'est le bon moment, je pense. On a raccroché. Je suis resté là à tenir le téléphone, à penser à grand-mère Éléanore, au jardin, au télescope qu'elle m'avait acheté, à la façon dont elle disait, tu portes mon nom, tu sais, alors tu dois te montrer à la hauteur. 23 novembre. Un colis est arrivé. Adresse de retour. Institut de technologie de Californie. Bureau des admissions. 1200 East California Boulevard, Pasadena, Californie, 91125. J'étais chez moi quand le facteur est arrivé. Je l'ai attrapé avant que quelqu'un d'autre ne le voie, je l'ai apporté directement dans ma chambre, je l'ai ouvert en tremblant, un paquet de bienvenue, épais, sur papier glacé, un catalogue de cours, un plan du campus, des informations sur le logement, une lettre du doyen me souhaitant la bienvenue dans la promotion 2030, un fanion de Caltech, un autocollant. Je l'ai étalé sur mon lit, j'ai touché chaque pièce comme si elle allait disparaître. C'était réel. C'était à moi. J'ai caché tout cela au fond de mon placard. Derrière des cartons de vieux vêtements que je ne portais plus. 25 novembre. Un autre courriel de Caltech Financial Aid. Nous avons tenté de vous joindre par téléphone au sujet de votre dossier d'aide financière. Veuillez vérifier vos plans d'inscription et confirmer votre compréhension de l'offre d'aide. Vous devez nous contacter avant le 1er décembre pour réserver votre place. Je n'ai pas encore répondu. Encore 3 jours avant Thanksgiving. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis couché en regardant le plafond, le poster d'Andromède. En pensant à ce qui se passerait si je leur disais et si je descendais tout de suite et que je le disais à voix haute. J'ai été accepté à Caltech. Une bourse complète. 272 000 $. Je pars en août. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une partie de moi, une partie dont je ne suis pas fière, voulait voir jusqu'où ils iraient. Combien de temps ils continueraient à prétendre que Trevor était l'enfant chéri. Combien de temps ils continueraient à prétendre que je n'existais pas. Je voulais qu'ils le disent devant tout le monde, devant grand-père Dal, devant tante Linda, devant madame Henderson, qui était conseillère d'orientation et qui savait exactement ce que signifiait un score de 1470 au SAT. Je voulais qu'ils disent que je n'avais pas l'étoffe d'une étudiante devant 22 témoins. Afin de pouvoir leur prouver le contraire devant 22 témoins. Je n'en suis pas fière. Mais c'est vrai. J'ai donc attendu. Le 27 novembre. Thanksgiving. 7 heures du matin. Je me suis réveillée au son de maman qui s'activait déjà en bas, des casseroles et des poêles qui s'entrechoquaient, de la porte du four qui s'ouvrait et se refermait. Je suis descendue en pyjama et j'ai commencé à aider. J'ai épluché des pommes de terre, coupé du céleri et des oignons pour la farce. J'ai préparé la farce de A à Z. Des cubes de pain, du bouillon, de la sauge, du thym. Les oignons et le céleri que je venais de hacher. Les oignons m'ont fait pleurer. Ou peut-être d'autres choses. Je n'en suis pas sûr. Papa a dressé les tables. Nous avions une longue table qui s'étendait sur 3 côtés. Elle pouvait accueillir 14 personnes lorsqu'elle était complètement déployée. Plus 2 tables pliantes poussées contre elle. 22 places au total. Et elle a tout recouvert de nappes assorties que maman avait achetées spécialement pour l'occasion. Des serviettes de table assorties. De la vraie porcelaine. Des assiettes en papier. Et la chaise de grand-mère Éléanore est restée vide à l'une des extrémités de la longue table. Papa a posé sa photo encadrée sur la table, à côté du siège vide. 8 sur 10. Elle est dans le jardin, souriante, tenant une tomate qu'elle vient de cueillir. Maman a mis des fleurs autour du cadre. Des roses blanches. Les préférées de grand-mère. Elle a pleuré en le regardant. Elle aurait adoré cette photo. J'ai regardé la photo. Le sourire de grand-mère. Et je me suis dit, elle a aimé ça, mais pas comme vous le pensez. Elle aimait les gens. Elle m'aimait. Elle aimait la vérité. Et elle savait qu'aucun d'entre vous ne la disait. 10 heures du matin.
Trevor est descendu en portant son maillot de football de Huntsville. Numéro 12. Non Crowder dans le dos. Papa a souri en le voyant. C'est parfait. Montre-leur qui tu es, fiston. Trevor acquiesce mais ne dit rien. Il était pâle, fatigué. Ça va, lui ai-je demandé. Il m'a jeté un coup d'œil. Oui, je suis juste nerveux. Tu sais, la famille. Je le savais. Midi. Les invités ont commencé à arriver. Grand-mère et grand-père Martinez en premier. Les parents de maman. Elle les a serrés dans ses bras, a pleuré un peu. Sa mère était gentille mais distante. Son père m'a à peine reconnu, il est allé directement vers papa et a commencé à parler du football de l'Alabama. Puis la tante Linda, l'oncle Joe et les enfants. Emma m'a serré dans ses bras et m'a murmuré. Je t'encourage. Quoi que tu fasses. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais ça m'a fait du bien. L'oncle Rick, le jeune frère de papa, travaille chez un concessionnaire automobile, bruyant et sympathique. Les Henderson, M et Madame Henderson, sont des enseignants retraités de la maison voisine. Madame Henderson a été conseillère d'orientation pendant 30 ans. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Comment se passe ta dernière année ?» J'ai répondu, « Bien. » Elle m'a dit, « Vous avez déjà fait une demande ?» J'ai répondu, « On verra. » Et enfin, grand-père Dal. Il était le dernier à franchir la porte, âgé de 79 ans, toujours fort, toujours vif, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un pantalon, rasé de près, les cheveux peignés. Et elle a serré maman dans ses bras, a serré la main de papa, a serré Trevor dans ses bras et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis il s'est approché de moi. Il m'a prise dans ses bras pendant un long moment. Plus longtemps que d'habitude. Ses bras étaient forts. Il sentait les épices et le café. Quand il s'est retiré, il a chuchoté, « Ça va, point. » Toujours, grand-père. Il m'a regardé comme s'il ne me croyait pas tout à fait, comme s'il voyait quelque chose que j'essayais de cacher. Ta grand-mère m'a laissé quelque chose pour toi, dit-il doucement. Je te le donnerai après le dîner. C'est l'heure. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que c'est? Il a secoué la tête et m'a tapoté l'épaule. Plus tard, à 13h, tout le monde s'est retrouvé dans le salon, le football à la télévision, Dallas contre Washington. Papa était assis dans son fauteuil, une bière à la main, et parlait de la saison de Trevor. Une année incroyable, dit-il à l'oncle Joe. Trevor est vraiment devenu un joueur à part entière. Les entraîneurs de 3 écoles l'ont contacté personnellement. Oncle Joe se penche en avant. Quelles écoles? Il boit une gorgée de bière. Je ne peux pas encore le dire. Je ne veux pas porter la poisse. Mais disons que nous recevons des appels très intéressants. C'était des conneries. Chaque mot. Mais l'oncle Joe a hoché la tête, impressionné. Tante Linda m'a regardé. Et toi, Rosella? À quoi penses-tu pour l'année prochaine? Maman a répondu. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un torchon à la main. Sa voix était légère. Agréable. Rosella réfléchit. Elle prend son temps. Tout le monde ne se précipite pas à l'université. Elle est pragmatique. Elle restera probablement dans la région. Trouver un emploi. Peut-être aller à l'université de proximité un jour ou l'autre. Tout le monde ne se précipite pas à l'université. Elle est passée de « tout le monde n'est pas fait pour l'université » à « tout le monde ne se précipite pas à l'université ». Une formulation un peu plus douce. Même sens. Madame Henderson, qu'elle soit bénie, a dit Rosella. Et là, calme. Mal à l'aise. Il n'arrêtait pas de me regarder puis de détourner le regard. Emma s'est penchée vers moi. Nous étions assises par terre car toutes les bonnes places étaient prises. Elle a chuchoté, « Tu as toujours été la plus intelligente. » Je lui ai répondu, « Trevor est intelligent aussi. » Elle a baissé la voix encore plus. Pas comme toi. Tout le monde le sait. Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme s'il était spécial. Je n'avais pas de réponse à cette question. Maman a appelé tout le monde à table. La disposition des places vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur cette famille. Papa à la tête, maman aux pieds, Trevor à côté de papa, à la place d'honneur, grand-père Dal à côté de maman. Et moi, j'étais 3 places plus bas,
coincée entre la cousine Madison et l'oncle Rick. J'ai aidé à transporter les plats de la cuisine, à mettre la vaisselle en place, à verser de l'eau et du thé glacé. À remplir les corbeilles à pain. Tout le monde était enfin assis. Les assiettes étaient pleines. La dinde était découpée. La table était magnifique. Toute cette porcelaine, les fleurs, les bougies que maman avait allumées, la photo de grand-mère qui veillait sur tout. Nous nous sommes levés pour dire le bénédicité, nous avons tous baissé la tête. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture, pour cette famille, pour les bénédictions d'une nouvelle année. Nous sommes particulièrement reconnaissants pour le succès de Trevor cette saison et pour les opportunités qui s'offrent à lui. Nous te demandons de le guider vers le bon chemin. Amen. Amen. Pas un mot sur moi. Même pas, nous sommes reconnaissants pour tous nos enfants. Juste Trevor. Juste sa réussite. Juste ses opportunités. J'ai gardé la tête baissée. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne voulais pas que quelqu'un voie mon visage. Puis le téléphone a sonné. C'était fort. Grinçant. La vieille sonnerie du téléphone fixe. Parce que papa refusait de se débarrasser du téléphone de la maison, même si tout le monde avait un téléphone portable maintenant. La sonnerie. Maman l'avait dit il y a des années sur une mélodie générique, mais c'était la même que grand-mère Eleanor utilisait sur son téléphone. Tout le monde s'est figé pendant une seconde. Maman a regardé l'identification de l'appelant sur la station de base à l'autre bout de la pièce. Un numéro connu, indicatif 626, Californie. Dois-je le prendre, dit-elle. Papa lui répond, c'est Thanksgiving. Laisse-le sur la boîte vocale. Il a sonné à nouveau. Le même numéro. Grand-père Dal dit, c'est peut-être important. Maman a décroché. Elle a appuyé sur le bouton. Allô? Pause. Oui. C'est Madame Crowder. Pause. Son visage a changé. Confusion. Puis le choc. Je suis désolée. Qui est-ce? Pause plus longue. Et la table est devenue complètement silencieuse. Les fourchettes sont figées en l'air. 22 personnes à l'écoute. Caltech? Toute la salle semble retenir son souffle. Les yeux de maman se sont écarquillés. Elle m'a regardé directement. Tu essaies d'atteindre, qui? Sa voix s'est légèrement brisée. Ma fille? J'ai senti tous les yeux de la pièce se tourner vers moi, tous les 22. Même la petite Olivia s'est arrêtée de jeter de la nourriture. Maman a appuyé le téléphone sur sa poitrine, a couvert le haut-parleur. Son visage était pâle. Rosela, as-tu posé ta candidature à Caltech? Je me suis levée, je me suis approchée, j'ai tendu la main. Je le prends. Elle m'a tendu le téléphone. Sa main tremblait. Je l'ai mis à mon oreille. C'est Rosela Crowder. La voix à l'autre bout du fil était claire, professionnelle, féminine. Bonjour, Rosela. C'est le docteur Sarah Chen du bureau d'aide financière de l'Institut de technologie de Californie. Je m'excuse d'appeler un jour férié, mais nous essayons de vous joindre depuis plusieurs jours. Avez-vous reçu notre notification d'aide financière? 22 personnes écoutent chaque mot que je prononce. Oui madame, je l'ai reçu. Merveilleux. Je voulais confirmer personnellement le montant de l'aide basé sur les besoins, soit 68 000 $ par an. Ce montant vous convient-il? Oui. Excellent. Nous serions ravis de vous inviter, vous et votre famille, sur le campus le 8 décembre, à l'occasion de la réception des étudiants admis. C'est l'occasion de rencontrer les professeurs, de visiter les laboratoires et de nouer des liens avec d'autres nouveaux étudiants. Pourrez-vous y assister? Je serai là. Parfait. Je vous enverrai les détails par courriel ce soir. Et Rosela? Oui. Félicitations. Nous sommes absolument ravis que vous fassiez partie de la promotion 2030 de Caltech. Votre candidature était exceptionnelle. Merci. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Le silence était si épais qu'on pouvait le couper. Papa s'est levé lentement. Son visage est rouge. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je l'ai regardé, j'ai regardé maman, j'ai regardé Trevor,
puis j'ai regardé grand-père Dal. Il souriait vraiment. J'ai dit, j'ai été accepté à Caltech. Tu as posé ta candidature. La voix de papa était serrée. Sans nous le dire, je t'ai dit que je voulais poser ma candidature. Tu as brûlé mes enveloppes. Tu te souviens? L'évier de la cuisine. Le 16 mai. La voix de maman tremblait maintenant. On a dit non. On a dit de garder l'argent pour Trevor. On a dit, je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai dit calmement, j'ai obtenu une bourse complète. 68 000 $ par an d'aide basée sur les besoins. Cela fait 272 000 $ sur 4 ans. Oncle Joe. Dieu bénisse l'oncle Joe, qui a immédiatement fait le calcul à haute voix. 272,000. La table s'est mise à halter. Et la tante Linda porte la main à sa bouche. Rosella. C'est incroyable. Madame Henderson pleurait déjà. Je le savais. Je savais que tu pouvais le faire. Le visage de papa devenait de plus en plus rouge. Tu as agi dans notre dos? Après que nous t'ayons explicitement dit non, a-t-il dit. J'ai soumis mes demandes en ligne, ai-je dit. Le 15 septembre, 2 jours avant que tu ne brûles les copies de sauvegarde que j'avais imprimées. Trevor a relevé la tête. Avant. J'ai acquiescé. 2 jours avant. Emma murmura, oh mon Dieu. La table est redevenue complètement silencieuse. Papa était en train de bafouiller. Quand l'as-tu appris? Le 20 novembre. Il y a une semaine? Et tu ne nous l'as pas dit? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Vous auriez écouté? Silence. Personne n'a répondu. Grand-père Dal s'est levé, s'est approché de moi, m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille. Assez fort pour que les gens qui se trouvaient à proximité puissent l'entendre. Eleanor serait très fière. Puis il a dit plus fort pour que tout le monde puisse entendre, il y a autre chose, n'est-ce pas? J'ai reculé, je l'ai regardé, j'ai hoché la tête. Dites-leur, a-t-il dit. J'ai repris mon souffle. Je travaille au centre de vol spatiaux Marshall de la NASA depuis le mois de juin. Et la voix de maman s'est brisée. Quoi? Stage d'été. Laboratoire de test des systèmes de propulsion. 18 $ de l'heure. 40 heures par semaine. 10 semaines. J'ai gagné 7 200 $. La table s'agite. La NASA? Tu as travaillé à la NASA? C'est là que tu as passé tout l'été? La voix de papa se fait entendre. Tu as dit que tu étais à la bibliothèque. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Tu n'as jamais demandé. Je t'ai dit que je travaillais. Tu as supposé que ce n'était rien. Tu ne t'es pas soucié de savoir où. La voix de tante Linda était douce, presque étrange. Rosella, la NASA. Ici à Huntsville? À 22 minutes de cette maison, ai-je dit. Bâtiment 4500, laboratoire de test des systèmes de propulsion. Le docteur James Whitmore était mon supérieur. J'y allais tous les matins, je rentrais tous les soirs, je me garais dans l'allée de Madame Patterson pour qu'on ne voie pas la voiture. Personne ne me demandait où j'étais. Madame Henderson a mis ses 2 mains sur sa bouche. Rosella, chérie, les stages à la NASA sont incroyablement compétitifs, des centaines de candidats pour chaque place. Je sais. Et tu en as eu un à 17 ans. Oui, madame. Oncle Joe a dit, mais Rosella, c'est énorme. C'est une carrière qui s'ouvre. NASA Pathway. C'est la voie vers des emplois à temps plein après l'obtention du diplôme. J'ai acquiescé. Ils m'ont invité à revenir. Semestre de printemps. 20 $ de l'heure. Grand-père Dal se tenait toujours à côté de moi. Il a posé sa main sur mon épaule. Parle-leur de ton projet. Je l'ai regardé. Comment l'as-tu su? Il a souri. Ta grand-mère et moi n'avons pas élevé un imbécile. J'ai appelé le docteur Whitmore la semaine dernière, je lui ai parlé de toi. Il m'a tout raconté. Ma gorge s'est serrée. Tu l'as appelé? Je devais savoir ce que tu faisais. Il m'a dit que tu étais l'un des étudiants les plus talentueux avec qui il ait jamais travaillé.
Il a dit que ton analyse de l'efficacité des micropropulseurs était publiable. Il a dit que tu avais fait 47 simulations, que tu avais amélioré l'efficacité de 12%, que tu avais un avenir dans l'aérospatiale si tu le voulais. J'ai senti que les larmes commençaient à couler, mais je les ai repoussées. La voix de papa était creuse maintenant. Tu as travaillé à la NASA. Tu es entré à Caltech. Tu as fait tout cela sans nous. Je l'ai fait malgré toi, ai-je dit à voix basse. Maman pleurait maintenant. Des larmes entières coulaient sur son visage. Le mascara commençait à se tacher. Trevor se leva. Sa chaise a raclé le sol. Tout le monde l'a regardé. Je suis désolé, dit-il. Sa voix tremblait. Papa dit, assieds-toi, Trevor. Il ne s'agit pas de toi. Si, ça l'est. La voix de Trevor est devenue plus forte. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de ce que nous lui avons fait. Papa s'est levé à son tour. Trevor, vous avez dépensé $10 000 pour moi, dit Trevor, le coupant dans son élan. Quand, vidéo de recrutement, service de filmage, séance d'entraînement, nouveaux crampons, cette académie de QB qui était censée me faire recruter. Tout ça. La table s'est figée. La voix de Trevor se fissure. Je suis quarterback remplaçant. J'ai joué 12 minutes dans toute la saison, 12. Tous dans les temps morts. Tous dans des matchs qui étaient déjà terminés. Pas de recruteur. Aucune offre, pas même des collèges communautaires. Parce que je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas en D1. Je ne suis même pas en D2. Je suis à peine une équipe universitaire. Le visage de papa est devenu blanc. Trevor. Elle s'est débrouillée toute seule, dit Trevor en me regardant. Pendant que tu payais pour mon faux avenir, elle est entrée à Caltech. Elle a travaillé à la NASA. Elle a gagné de l'argent. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Tais-toi. Sa voix s'est brisée. Vous lui avez dit qu'elle n'était pas faite pour l'université. Vous lui avez dit de rester à la maison. Vous avez brûlé ses candidatures devant moi et m'avez fait regarder. Il pleurait maintenant. En fait, il pleurait. Tu voulais que je sois ce que je ne suis pas au point de ne pas voir qu'elle volait déjà. Il s'est retourné et est sorti de la pièce. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Je l'entendais dans l'autre pièce. Il pleurait. Puis le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois. C'était le portable de grand-père Dal. Il l'a sorti de sa poche et a regardé l'écran. C'est Martin Brox, a-t-il dit. La voix de maman était à peine un murmure. Qui? Ta mère est procureur. Papa s'est enfoncé dans son fauteuil. Grand-père répond, Martin. Oui. En ce moment même? Pause. Ils sont tous là. Ils regardent papa. Oui, Richard aussi. Il a raccroché, recomposé le numéro, mis le haut-parleur, posé le téléphone sur la table à côté de la photo de grand-mère Eleanor. Et la voix de Martin Brox emplit la pièce, grave, professionnelle, mesurée. Bonjour à tous. Martin Brox, avocat de la succession d'Eleanor Crowder. Je m'excuse d'interrompre vos vacances, mais Dal m'a demandé de vous appeler à cette heure précise. Cela concerne le trust que Madame Crowder a établi avant sa mort. La voix de papa était rauque. De quoi parlez-vous? Ta mère a mis de côté $150 000 dans un trust à partager équitablement entre ses deux petits-enfants? Trevor et Rosella, $75 000 chacun. La pièce était complètement silencieuse. Même la petite Olivia était silencieuse. Cependant, il y avait des conditions spécifiques. Chaque petit enfant reçoit sa part lorsqu'il est accepté dans une université accréditée de 4 ans, par un collège communautaire, par une école professionnelle, une institution de 4 ans. La voix de tante Linda était à peine audible. 150 000? Oui. Madame Crowder a été très claire sur ses intentions. L'argent est destiné à soutenir l'enseignement supérieur et uniquement l'enseignement supérieur. Martin poursuit, en tant qu'exécuteur testamentaire, j'ai suivi les progrès des deux petits-enfants en matière d'éducation. Le 20 novembre 2025, Rosella Crowder a été acceptée à l'Institut de technologie de Californie. Est-ce exact, Rosella? Oui, monsieur, ai-je répondu. Dans ce cas.
Rosella a droit à la distribution immédiate de ses 75 000 $. Les fonds seront transférés sur le compte qu'elle a désigné dans les 5 jours ouvrables. La voix de l'oncle Joe est revenue, calme, faisant les calculs que personne ne voulait dire à voix haute. 75,000. Papa retrouve sa voix. Et Trevor? Trevor a-t-il été officiellement accepté dans une université accréditée de 4 ans? Silence. Un silence plus long. Papa finit par dire, il est recruté. A-t-il reçu une lettre d'acceptation officielle? Encore plus de silence. La voix de papa est à peine un murmure. Pas encore. Alors papa reste en fiducie jusqu'à ce qu'il soit qualifié. La voix de maman est brisée. Maman ne nous a jamais parlé de ça. Elle m'a expressément demandé de ne pas le faire, dit Martin. Sa voix était douce mais ferme. Elle a dit, et je cite directement notre conversation. Ils vont essayer d'interférer. Ils essaieront de rediriger l'argent là où ils pensent qu'il devrait aller. Ne les laissez pas faire. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Grand-père Dal a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une enveloppe, vieille, légèrement jaunie, sur laquelle figurait mon nom, écrit de la main de grand-mère Eleanor. Ses mains tremblaient lorsqu'il a brisé le sceau. Il y a encore une chose, dit la voix de Martin dans le haut-parleur du téléphone. Madame Crowder a laissé une lettre scellée qui sera lue lorsque le premier petit enfant aura droit à la distribution. Dal, es-tu prêt? Oui, dit grand-père. Sa voix était épaisse. Tante Linda a dit, Dal, qu'est-ce que ça dit? Grand-père a déplié la lettre, une simple feuille de papier, écrite à la main. De l'autre côté de la table, je pouvais voir l'écriture soignée de grand-mère. Tu veux que je la lise? Demande grand-père en me regardant. Je fais un signe de tête. Tout le monde le regarde maintenant. Il s'est raclé la gorge et a commencé à lire. Dal, si tu lis ça, c'est que les enfants sont grands. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est que Rosella est la bonne. J'ai eu le souffle coupé. La voix de grand-père s'est mise à trembler quand il a continué. Elle a Eleanor en elle, tranquille, brillante, faite pour durer. Je l'ai observée pendant 17 ans. J'ai vu ce que vous avez tous manqué. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être extraordinaire. Elle n'a pas besoin de permission pour être brillante. L'argent est à elle quand elle le gagne. Et elle le gagnera. Ne les laissez pas la gâcher. Dites-lui que je suis fière. Dites-lui que ce n'est pas pour rien qu'elle porte mon nom. Dis-lui que les étoiles ont toujours été faites pour elle. Eleanor. Silence. 8 secondes de silence total. Personne ne respire. Puis tante Linda s'est mise à pleurer. Puis madame Henderson. Puis Emma. Puis grand-mère Martinez. Puis la voix de l'oncle Joe a craqué. Jésus-Christ. Grand-père Dal pleurait lui aussi. Il a plié la lettre avec soin et me l'a tendue. Je l'ai prise d'une main tremblante, je l'ai relue. L'écriture de ma grand-mère, petite, précise et certaine. Rosella est la bonne. Elle a Eleanor en elle. J'ai réalisé à ce moment-là, pour la première fois, que je portais le même nom qu'elle, Rosella Elinor. Elle m'avait donné son nom, elle avait vu quelque chose en moi avant que je sois en âge de le voir moi-même. Et elle m'en avait laissé la preuve. Les larmes sont venues à ce moment-là. La première fois depuis le mois de mai. La première fois depuis qu'ils ont brûlé mes candidatures. La première fois depuis que j'ai décidé de tout construire seule. Mais ces larmes étaient différentes. Grand-père m'a pris dans ses bras, m'a serré contre lui et a murmuré, elle savait, elle a toujours su. Dès ta naissance, elle m'a dit, celui-là va changer le monde, Dal. Ne t'avise pas de les laisser lui couper les ailes. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et j'ai sangloté. Tante Linda s'est levée, s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Puis madame Henderson, Emma, oncle Joe, grand-mère Martinez. Puis l'oncle Rick, l'un après l'autre. Grand-père Martinez s'est levé, l'homme qui m'avait à peine reconnu toute la journée, s'est approché et a dit, je suis désolé, petit. J'aurais dû faire plus attention. J'ai acquiescé. Sans pouvoir parler. Mes parents n'ont pas bougé. Ils se sont assis à la table. Le visage de papa était blanc. Maman pleurait, mais elle ne s'est pas levée, elle n'est pas venue me voir. Trevor était toujours dans l'autre pièce.
Je pouvais l'entendre. La voix de Martin Brock s'est passée une fois de plus par le haut-parleur du téléphone. Rosella, je t'enverrai par courriel les documents relatifs à la distribution du trust demain matin. Tu devras désigner un compte pour le transfert. Félicitations. Ta grand-mère serait très fière. L'appel s'est terminé. Je me tenais au milieu de la pièce, entouré de ma famille. Mais pas de mes parents. Pas les deux personnes qui auraient dû être les premières à se réjouir. Grand-père a dit calmement. Tu peux rester avec moi. J'ai la chambre d'amis. Elle est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Je l'ai regardé. Je ne veux pas causer de problème. Sa voix était glaciale. Tu n'es pas le problème. Tu ne l'as jamais été. Papa s'est levé. Il faut qu'on parle. La voix de grand-père se fait entendre. Pas ce soir. C'est ma maison. Et c'est ma petite fille. Qui vient de découvrir que sa grand-mère décédée croyait en elle plus que ses parents vivants ne l'ont jamais fait, qui vient de découvrir qu'elle reçoit 75 000 $ pour financer l'éducation dont vous lui avez dit qu'elle n'était pas capable. Qui vient de découvrir que tout ce que vous lui avez dit sur elle-même était un mensonge? Alors non, Richard. Pas ce soir. Ce soir, elle rentre à la maison avec moi. J'ai regardé mes parents. Maman pleurait toujours. Papa regardait fixement la table. Ils n'ont rien déité. Je suis montée à l'étage, j'ai préparé un sac. Tout ce dont j'avais besoin. Ordinateur portable, vêtements. Brosse à dents, la pochette de bienvenue de Caltech qui se trouvait au fond de mon placard, le badge de la NASA que j'avais caché dans le tiroir de mon bureau, et je suis redescendue. Trevor était assis sur la dernière marche, le visage rouge, les yeux gonflés. Je suis désolé, a-t-il répété. Je me suis assise à côté de lui. Ce n'est pas ta faute. J'ai vu ton badge NASA, a-t-il dit à voix basse. En juillet, je l'ai trouvé dans ton sac. Je savais ce que tu faisais. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû te défendre, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai répondu que tu me protégeais en ne leur disant rien. Tu as gardé mon secret. Il m'a regardé. Je me protégeais moi-même. Je ne voulais pas être celui qui n'était plus spécial. Tu es spécial, Trevor, mais pas de la façon dont il voulait que tu sois. Et ce n'est pas grave. Il a acquiescé, s'est essuyé les yeux. Ce que tu as fait, construire tout ça en secret, c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Je l'ai pris dans mes bras. Il m'a rendu mon étreinte. Puis j'ai marché jusqu'à la porte. Grand-père m'attendait. Je suis passé devant mes parents. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas retourné. Nous avons conduit jusqu'à la maison de grand-père en silence. Quand nous sommes arrivés, il m'a montré la chambre d'amis. Elle était exactement comme dans mes souvenirs, propre, calme, avec des photos de grand-mère Eleanor partout, sur la commode, sur les murs, son sourire veillant sur tout. Repose-toi un peu, m'a dit grand-père. J'ai posé mon sac, j'ai regardé les photos, grand-mère Eleanor souriant. Elle me tenait dans ses bras quand j'avais 3 ans, toutes les deux couvertes de farine pour avoir fait des biscuits. Elle m'aide à planter des tomates à l'âge de 7 ans, nous nous agenouillons toutes les deux dans la terre. Debout à côté de mon télescope quand j'avais 15 ans, son bras autour de mes épaules. Nous regardant toutes les deux vers le haut. Elle m'avait vu quand personne d'autre ne me voyait. Avant même que je sache ce que je devenais, elle l'avait vu. Je me suis allongée sur le lit et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois en 6 mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Et la semaine suivante a été étrange. Mes parents ont appelé 14 fois au cours des 3 premiers jours. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé chaque appel sur la boîte vocale. Ils ont laissé des messages. Il faut qu'on parle. C'est ridicule. Tu dramatises. Tu ne peux pas partir comme ça. Je les ai tous effacés. Le 1er décembre. Martin Brock a envoyé par courrier électronique les documents relatifs à la répartition du patrimoine. Je l'ai signé électroniquement. J'ai désigné mon compte bancaire pour le transfert et je l'ai renvoyé dans l'heure. 3 décembre. J'étais assis dans la cuisine de mon grand-père en train de prendre mon petit déjeuner lorsque j'ai vérifié mon compte bancaire. Le chiffre m'a fait m'étouffer dans mes céréales. 82,2 cents. Mes revenus d'été, 7 200 $, le compte de grand-mère,
$75 000. J'ai envoyé un SMS à grand-père. C'est vrai. Il était dans la pièce d'à côté et m'a répondu. Eleanor a tenu ses promesses, elle l'a toujours fait. Le 4 décembre, à 16 h, on a frappé à la porte de grand-père. Il a répondu. C'était maman, elle avait l'air affreuse, les yeux rouges, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage. Je peux lui parler, dit-elle. Grand-père me regarde. Je me tenais en haut de l'escalier. J'ai fait un signe de tête. Il l'a laissé entrer. Je suis descendue. Nous nous sommes assis dans le salon. Grand-père est resté dans la cuisine, nous laissant de l'espace mais restant assez proches pour nous entendre. Ce que tu as fait n'est pas bien, a dit maman. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as agi dans notre dos. J'ai construit un avenir que tu m'as dit que je ne pouvais pas avoir. On essayait de te protéger. De quoi? Du succès? Elle s'est mise à pleurer. De la déception. De l'échec. D'avoir placé la barre trop haut et de s'être effondrée quand ça n'a pas marché. Je n'ai pas échoué, ai-je dit calmement. J'ai été acceptée à Caltech. J'ai travaillé à la NASA. J'ai gagné de l'argent. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mieux que bien. Mais vous avez menti. Non, ai-je dit. Tu n'as pas demandé. Il y a une différence. Je t'ai dit que je travaillais. Tu as supposé que ce n'était rien. Tu ne t'es pas assez préoccupé pour demander où. Elle s'est complètement effondrée, en sanglots. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux. Le mieux pour qui? Ai-je demandé à voix basse. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit, quand tu seras prête à me voir? Le vrai moi? Pas la version que tu as décidé que je devais être, appelle-moi. En attendant, j'ai besoin d'espace. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la porte et s'est arrêtée. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Mais être désolée n'est pas encore suffisant. Elle est partie. Pas de résolution, pas d'excuses qui comptent, pas de promesses de changement, juste le silence. Mais je me sentais quand même plus légère parce que je n'avais plus besoin de son approbation. Janvier arriva. Trevor a été accepté au Calhoun Community College, une école locale de 2 ans. Il prévoyait d'être transféré un jour, peut-être à UAH ou à Auburn s'il parvenait à améliorer ses notes. Mes parents n'ont pas appelé la famille élargie, n'ont pas fait d'annonce. N'ont pas organisé de dîner de fête. Ils ont simplement signé les papiers en silence et l'ont annoncé aux gens qui le demandaient. Trevor m'a envoyé un texto. J'ai été accepté quelque part. Un collège communautaire. C'est un début. J'ai répondu immédiatement. C'est super, Trevor. Je suis très fière de toi. Il m'a répondu, je suis désolée de les avoir laissés te rendre invisible. J'ai répondu, ce n'est pas toi qui m'as rendu invisible, c'est eux. Tu n'étais qu'un enfant pris entre deux feux et tu as essayé de me protéger en gardant mon secret. C'est important. Il a demandé, je peux te voir un jour? J'ai répondu, oui. Un café? J'aimerais bien. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante au Starbucks de University Drive, nous nous sommes assis dehors même s'il faisait froid, et nous avons parlé pendant 2 heures. Elle s'est à nouveau excusé, m'a dit qu'il savait depuis le début que c'était mal. M'a dit qu'il ne savait pas comment arrêter sans détruire la famille. Je lui ai dit que ce n'était pas à lui de les réparer. Il m'a parlé de l'université populaire, d'étudier le commerce, d'essayer de trouver ce qu'il voulait vraiment au lieu de ce que papa voulait. Je lui ai dit que c'était la chose la plus intelligente que je l'avais entendu dire. Il m'a dit, tu as toujours été plus intelligent que nous tous. Je lui ai dit, tu vas t'en sortir? Trevor. Tu dois juste trouver ta propre voie. Pas celle de papa. Pas le rêve du football. Ta voix. Il a acquiescé. J'essaie. Nous nous sommes serrés dans les bras avant de partir. Un vrai câlin. Le premier vrai câlin que nous ayons eu depuis que nous étions enfants. Je pense qu'il va s'en sortir. Il a juste besoin de temps. Et de distance par rapport à leurs attentes. Février est arrivé plus vite que prévu. Je faisais mes valises pour Caltech. Vêtements. Des livres.
Mon télescope. Soigneusement emballé dans du papier bulle. Boîte étiquetée « fragile » à 3 endroits. Mes parents m'ont demandé s'ils pouvaient m'aider. J'ai dit, je m'en occupe. Le 10 février. Papa s'est présenté à la maison de grand-père. J'ai ouvert la porte. Il m'a dit, je veux m'excuser. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Nous sommes restés sous le porche. D'accord. J'avais tort. Surtout. Sur toi. Sur Trevor. Sur ce que signifie le succès. Sur ce qui compte. J'ai acquiescé. Oui. Tu l'étais. Peux-tu me pardonner? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Finalement, j'ai dit, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu le gagnes. Comme j'ai tout gagné. Prouve que tu me vois. Pas la version que tu voulais, la version qui se tient ici, la fille qui est entrée à Caltech, qui a travaillé à la NASA, qui a construit un avenir que tu as essayé de brûler. Il a tressailli. Je ne voulais pas dire, si, tu le voulais, ai-je dit. Tu le pensais quand tu l'as dit. Tu le pensais quand maman a craqué l'allumette. Tu l'as cru. Tu as cru que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi. Tu dois l'admettre avant que nous puissions aller de l'avant. Il n'a rien dit. J'ai dit, si tu veux une place dans mon avenir, tu dois la mériter. Comme je l'ai fait. Puis je suis retournée à l'intérieur et j'ai fermé la porte. Grand-père se tenait dans le couloir. Il a hoché la tête une fois. Elle serait fière de ça, a-t-il dit en touchant la photo encadrée de grand-mère Eleanor sur le mur. J'ai souri. J'ai souri. Le 15 février. Nous avons tout chargé dans son camion et nous sommes allés ensemble à l'aéroport. Avant de passer la sécurité, il m'a serré dans ses bras. Tu vas faire de grandes choses, petit. Merci, grand-père. Et Rosella? Oui. Ta grand-mère avait raison. Tu as Eleanor en toi. Calme, brillante, faite pour durer. Tu vas faire des choses dont elle ne faisait que rêver. Mais elle te regardera. Et moi aussi. Je l'ai serrée à nouveau dans mes bras, plus fort cette fois. Puis j'ai passé les contrôles de sécurité sans me retourner. Dans l'avion. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé une dernière fois la lettre d'acceptation de Caltech. Bienvenue dans la promotion 2030. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans mon dortoir à Caltech, dans la chambre 237 de Black House. Je regardais par la fenêtre les monts San Gabriel, le soleil californien donnant l'impression que tout était possible et doré. Je pensais à grand-mère Eleanor, à la lettre, au jardin et au télescope, et à la façon dont elle disait, « Tu portes mon nom, tu sais, alors tu dois être à la hauteur. » Mes parents avaient envoyé quelques messages depuis mon départ. Tentative. Des excuses. Nous sommes fiers de toi. Tu nous manques. On peut venir te voir? J'ai répondu. Brièvement, poliment. Merci. Grand-père me manque, peut-être dans quelques mois, mais je ne leur avais pas encore pardonné. Peut-être le ferai-je un jour. Peut-être pas. C'était à eux de décider maintenant. Ils ont passé 17 ans à investir dans le mauvais enfant, à construire le mauvais avenir, à brûler le bon.et lorsque la vérité a finalement éclaté, à une table de Thanksgiving, devant 22 témoins, par téléphone depuis Caltech et d'outre-tombe, ils ont dû rester assis et regarder tout ce qu'ils avaient construit s'effondrer. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient parce que j'avais déjà construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Grand-mère Eleanor l'avait vu depuis le début. Elle m'avait laissé son nom, sa lettre, son amour, son argent. Elle m'a laissé la preuve que je n'étais pas invisible. Je n'ai jamais été invisible. Il ne regardait pas, c'est tout. Mais j'en avais assez d'attendre qu'il regarde. J'en avais fini d'être pratique. J'en avais fini de me rapetisser pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. J'étais Rosella Crowder, nommée d'après Eleanor, silencieuse, brillante, construite pour durer. Et les étoiles. Et si vous avez déjà dû construire votre avenir en silence parce que votre famille ne voyait pas votre valeur,
Si on vous a déjà dit que vous étiez juste pratique alors que quelqu'un d'autre était appelé l'avenir, laissez un commentaire maintenant. Dites-moi ce que vous construisez. Dites-moi ce qu'ils n'ont pas pu brûler. Parce que vous n'êtes pas invisible. Vous ne l'avez jamais été. Ils ne regardaient pas, c'est tout. Mais je vous vois. Et les gens qui comptent aussi. Put that there. Okay. Hold on. You got sent home from work today? Kind of blew up because no one was helping you and you was slam packed? Oh, I'm sorry. I mean, it could be a nice little blessing in disguise that you're not having to work now, right? Possibly? In which way are we supposed to go? Brother, you have a map. Oh, I do have a map. Let's see. We need to... what now? Drive. Oh my god. Okay. Okay. Oh wait, our scrap metal is collected between the both of us, and Yeah. you used it to repair everything but the ladder on the backside, so we can't get up top. Oh. I think that's where we need to store this big shit, and we can't get up there. Oh. My bad. I just wanted to drink a beer. I know. You would have killed your manager if he didn't let me go, so you can look at that way. No, seriously. No, seriously, that's totally a joke, TikTok. Lebu wouldn't do anything of the sort. Or not Twitch. Twitch. That's what we're talking about. I want to... How the fuck am I gonna do this? Let me see. Oh, more scrap metal! Good. Ew, what am I chugging? Nugget juice? What the fuck is nugget juice? I'm offended. Alright. Anything else around here? I still can't fucking get up there. Let me see. There's like... Oh, there are planks. Okay, we gotta put this in reverse. What? Right. What are you doing? We gotta put this in reverse so we can put the planks up so we can drive over the rocks. No, I'm not even worried about that. I was trying to drive into the rocks so that I could have something to climb on top of, so that I could grab the stuff, jump on that, and then jump on the top of the machine here, so that we could put the stuff that we need to continue our journey, which is the ramps and the winch poles and the tire here, and maybe even some of this motor oil. Oh yeah, that's not at all where my brain is at. If we're not doing stuff I just stabbed myself with that. If we're not doing stuff like that, so we could just leave all this stuff. I mean, I'm just gonna hit. Oh. Hip. That's not. What? I'm just throwing it in here. It doesn't stay in the truck. It has to go in a place or it falls out. Well, no, it could stay in here. It's better to just put it in here and see what happens. Okay, but I've watched stuff fall out as we drive, so... Yes, I know. I can't even get in the fucking door. Oh, this is the way of which we have to go. I don't even know where you are. I'm trying to find pathing. Oh my god. Alright, I'll find that on the GPS. I'm coming back to you. Can you stop with your sass? Damn. Okay, got it in. I'm dropping it. I can't drop the tire in here.
All right, are you ready? Where are we supposed to go? Which direction? Because we only have one board set up on 2 different directions. So we can either go this way. I was expecting you to follow me. Okay, but we'll grab the board then. No, I'm trying to show you 2 examples. Oh my god. Okay, so we could either go this way, because there's 2 boards here, or we could go the other way. Well, I don't know what's on the other way, but it didn't look like a way we could go. Well, that's why we have to worry about the boards. It's a puzzle. It's problem solving. It's teamwork. Because I think this is the way through all this rocky shit. Okay, let me check the map. The map didn't really tell me anything definitively. Engine, there we go. What do you got going on? I can't see what the fuck is going on the map, so... That's what I was saying. The map isn't really telling me anything unless we're in motion. But it looks like we have to go around, so it's just whichever way you want to try. The way that we have our board set up is probably my favorite way because I don't have to reset the boards. Okie dokie. So, put it in reverse. Here we go. And then we'll put it in first gear because that's the only gear that makes sense to me. Hey, Chicken Man! This is not working. Oh, I'm stuck on a rock. How are you, Chicken Man? Yep, you're pretty stuck. Drink up me hearty yo ho. Let me see. Or we can... I don't like when you go to the back because we're supposed to be going forward. Okay. If we go backwards, we're gonna get stuck again in the same spot trying to get out, and I don't. This is Not why we much need the winch poles. where I can pull it. There we go. Oh shit! I'm surprised it made it that far. All right. Drinking up. Thank you. But bro, you had like 15 tickets. And you can't make food or pour drinks and take orders at the same time, especially when it's busy and you have 8 or more orders to take. I'm literally like, please take drive-through orders or start making drinks so I can get them out. And she just goes, no, I need a break. I'm going to smoke a cigarette. Bro, I just lost it. I started to scream at her while calling her lazy. Oh my god. That is so much. I can't get in the truck. Okay. Hey, fun fact, neither can I. Let's see. A creative way to get in here. Hutta! I fell through. And this is why I was trying to do the backward stuff, but if we can't even get in... Oh, wait. Yeah, I tried that. It won't let me drop it, and it keeps going backwards. And now I'm stuck under it. Not there? Look at it go. Look at it go. Why are y'all clucking around? Because we're having a good time, buddy. It's literally only 2 of us, bro. It's not simple drinks like it is at Dunkin' Donuts. Everything is made specifically. Oh, I see. All right, stop.
So if I put this here, every iced coffee is different because you never know what they want. I see. Well, I mean, again, at least you're home and not having to deal with that shit anymore. And those fell out of the back of the truck. They sure did. All right. So this is my